Ouais, Ouais. ouais, on continue, hein, c'est l'after. Hein. Comment s'est passé ton expérience crypto, toi, au tout début? Vraiment, au tout début, premier coin, quelle bêtise t'as fait? Comment tu te sentais? Comment ça s'est passé pour toi? Bah déjà, j'ai été bien cadré, hein, tu vois. Enfin, genre, ça n'évite pas les conneries, tu vois. Mais moi, j'ai commencé, j'ai quand même eu la chance de t'avoir toi, d'avoir les gars de la baleine et tout. Donc, en vrai, j'ai été aidé, tu vois. J'étais accompagné. Donc, ça m'a pas permis d'éviter plein d'erreurs, hein, mais au moins, j'avais une sorte de liste, enfin, de personnes autour de moi qui se renseignaient. Du coup, je voyais les choses un peu plus en avance que d'autres, même si on n'était pas les plus early partout, mais Ouais, on a vu des trucs tôt. Et après, bah moi, j'ai acheté BTC ETH, genre vraiment bas pendant longtemps. J'ai hold. Tu ouais, vois, ce que je t'avais dit, j'avais acheté dans ouais, le métro, j'avais mis mes économies dedans. ouais, Et après, bah après, moi, quand j'avais mes bitcoins, après, on a fait des conneries sur Bitrex. Parce que tout se ouais. tradait en BTC à l'époque sur, Oui, oui, sur oui, c'était tout Bitrex. en paire BTC. Tous les graphiques, tout. Du coup, moi, à l'époque, j'étais à fond sur. Bah, on était à fond sur XVG et Oui, sur oh là 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 Bitrex. là 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 là, oh là Oui, oui, là oui, là là, oui, 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 oui. oh là Oui, là. oui, oui, oui. Et attends, c'était quel truc aussi qui devait aller sur la Lune ou je sais plus quoi là? Bah, il y en a eu plein, hein. Mais non, Bah, mais celui sur lequel tout le monde était à fond là, genre il voulait envoyer des trucs dans l'espace et Nexus, tout. Ah Nexus, gros. voilà. Ah ouais, Ah ouais, Nexus, c'était vraiment. on va ressortir des vieilles histoires parce que c'est vrai qu'il y a Et plein ça, de gens. c'était le prime des altes hein, à l'époque, hein, Ouais, faut le ouais, ouais. savoir. Hein. Bah, du coup, on va parler un petit peu de notre début. Moi, je pense que ça peut être rigolo d'avoir un peu notre vision de shitcoiner de début de cycle. En fait, moi, comment ça s'est passé? En 2016, j'avais l'infréquentable qui me dit ouais, j'achète des crypto-monnaies. Donc, je connaissais Bitcoin parce que pour vraiment le truc le plus OG, les gars, c'est que moi, Bitcoin, on m'en a parlé en 2012. À l'époque, je quittais la scène console Call of Duty pour passer sur PC sur Counter-Strike. Et je voulais vraiment me faire un bon PC. Et j'y connaissais rien en config PC à l'époque. Et j'avais un abonné qui devait avoir 13 piges. Et l'abonné, il m'a dit ouais, moi, j'assume, je suis un gros gosse de riche. Donc mes parents, ils me payent v'là les PC. C'est-à-dire, ils se faisaient des bêtes de config à 4000 balles, 5000 balles tout le temps alors qu'il avait 13 piges. On avait rien à foutre. Et ses deux parents minaient du Bitcoin. Wow, la folie! Comment ça, tes parents ils minent du bitcoin? Je vais Et, tout casser, et, c'est quoi ce et, et truc? la vie de ma mère, qu'il m'a bourré le crâne tout 2012 en me disant prends un PC, mine du Bitcoin. Et moi, je lui disais je sais même pas ce que tu me racontes, frérot. Et vraiment, toute l'année 2012, ça a été ça. Donc au bout d'un moment, il a arrêté de me gonfler avec ça, tu vois. Et je vous jure, je mens pas. Il s'appelle Azerty Altin, d'ailleurs. Et c'était un gars qui regardait beaucoup Loclear, parce que Loclear aussi, c'est un OG streamer Twitch à l'époque, avec sa petite casquette MLG. Et voilà. Donc du coup, il m'a aidé à faire mon PC. Et puis après, bon, j'ai lancé Gamers Connection, qui était un concurrent de Twitch, etc., etc. C'est là où on s'est rapproché avec Léo, Picsou. Et je pars vivre à Dublin, en Irlande, et j'ai mon collègue l'infréquentable qui me dit je fais des crypto-monnaies. Je lui fais ok. Et puis ça, en 2016, ça prenait, tu vois. Donc il me disait ouais, j'ai fait un peu de sous avec les cryptos. Il me disait pas combien, mais il me disait ouais. Ouais, il me dit Bitcoin, Ethereum, Monero. Moi, j'ai commencé, on m'a donné ces trois noms-là. Tu vois, Bitcoin, Ethereum, Monero. Donc il me dit Bitcoin, bon, tu connais, ok. Après, il me dit Ethereum, ok. Moi, à ce moment-là, je bossais chez Upass et j'avais des gens chez Upass qui me disaient ouais, blockchain, blockchain, blockchain. En gros, j'avais des gens qui bossaient dans le compliance, la conformité chez Upass. Ils me parlaient pas de Bitcoin plus que ça, mais ils me parlaient vraiment que de blockchain. Ils ne juraient que par ça. On avait notre responsable compliance qui, elle, faisait des ateliers blockchain en Suisse, etc. Et du coup, je me suis intéressé à la technologie blockchain à l'époque. C'était via Blockchain Partner, que vous connaissez peut-être, qui était cofondé par Darkemy, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Et Claire Balva aussi, non? Et Et Stachenko? Claire Balva, elle est venue plus tard, je crois, Stachenko aussi, mais en OG, je crois que c'est surtout Amy et quelqu'un de Ethereum France aussi. Je me souviens plus des blasts, bref. Donc je regarde un peu cette technologie blockchain, c'était vraiment obscur pour moi. Et puis à un moment donné, je passais là le temps avec l'infréquentable. Tu vois, on sortait tout le temps à Dublin, et un jour, je lui dis vas-y, je te suis, juste faut que tu m'expliques tout, parce que je vous jure, à l'époque, c'était vraiment la barre au crâne hein, d'acheter des C'est crypto-monnaies, quoi, c'est vraiment. 2016, non? Ouais, fin 2016. Moi, il m'a dit, tu crées un compte Kraken. Donc, j'ai créé un compte Kraken. Et l'interface Kraken, à l'époque, fallait mettre un pseudo, un mot de passe, un troisième type d'identifiant. Les trucs mot de passe oubliés, c'était un peu bizarre. Et bref, je fais mon compte Kraken, je mets 1000 balles, j'achète un BTC. Ensuite, je tweet, je dis, j'ai acheté du Bitcoin, vous vous intéressez aux crypto-monnaies. Et là, j'ai Limas, pour ceux qui connaissent pas. Limas, est-ce qu'il est toujours dans le coin, le ref? Oui. Jérémy, qui me tweet en DM et il me dit ouais tu sais que des cryptos il y en a plein hein,
moi je suis sur cette crypto-là, donc on en revient à Nexus, du coup. Et il me dit ça littéralement en janvier. Bref, donc les gars, à cette époque, Nexus, on était là. À 3 centimes, bah, le prix actuel, il est monté très très loin après, mais on aura l'occasion d'en discuter. Et en gros, comment ça se passe pour moi? Eh ben, je lis un post jeuxvideo.com qui explique ce que c'est Nexus. Et là, ça commence à parler de trucs techniques. Parce que Nexus, si vous voulez, c'est une crypto-monnaie qui se mine de 3 façons. Soit au CPU, soit au GPU, soit en proof of stake. C'était un 3-channel consensus. Donc moi, je me prenais pour un génie. J'étais en mode, waouh, c'est trop futuriste et tout. Laisse tomber. Je tombe amoureux du truc. Comme tous les abrutis qui commencent en crypto, qui se prennent pour des génies parce qu'ils se laissent séduire soit par la tech, soit par une narrative, soit par autre chose. Et ces abrutis, j'en fais partie, bien entendu. Du coup, j'arrive sur un Slack. À l'époque, c'était pas Discord, c'était Slack. Et il y avait un channel FR. Et je me retrouve avec des FR qui se la butent sur des altcoins. Dont, bah, du coup, Limas, French Baleine, avec qui on a cofondé la baleine, j'y viens juste après. Et d'autres gars, voilà. Et là, je tombe vraiment dans la shitcoinerie la plus hardcore. Et à l'époque, on bossait sur Bitrex, comme le disait tout à l'heure dans son live Léo. Et Bitrex, les gars, c'était une folie parce que c'était illiquide à souhait, première chose. C'est-à-dire vraiment, avec 1000 balles, les jetons, ils prenaient des 5%, des 10%. Donc dès qu'il y en avait un qui arrivait avec 5000 balles de budget, il bougeait le cours comme il voulait. C'était vraiment une folie. Et écoutez bien, parce que c'était tarpin drôle à l'époque. Ensuite, tout était en paire BTC. Donc déjà, comprendre comment évoluer le prix d'un actif, c'était hyper dur. Parce qu'au tout début, on n'avait pas les applications, les CoinMarketCap, on n'avait pas le réflexe. TradingView, c'était pas aussi développé, hein, en vrai. Bah, personne n'utilisait TradingView au début. Ça a été vraiment deuxième moitié 2017 que les gens s'y mettaient. Mais au début, on était tous là avec notre application Blockfolio, comme des abrutis, à suivre les prix en BTC. On essayait de suivre à peu près $1, mais bon, c'était le bourbier. Et en gros, le jeu, c'était quoi? C'était d'avoir le plus de BTC possible avec nos alts. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, vraiment, je me passionnais là du sujet crypto. J'étais comme un ouf. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Les seuls trucs qu'on avait, du coup, c'était quelques messages de blockchain partners sur la partie blockchain et Ethereum. T'avais un peu Ethereum France, mais c'était pas très connu. Nous, on calculait pas à l'époque. On savait pas, on était trop jeunes, trop bêtes. Ensuite, t'avais cryptofr.com pour ceux qui connaissent pas. Ça existe toujours, d'ailleurs. Cryptofr.com. C'est un forum de Frenchie. T'inquiète. Il est là, BTC, on n'est pas encore à la TH, t'inquiète frérot. Donc t'avais cryptofr.com, t'avais bitcoin.fr, voilà, qui envoyait de l'article et tout. Et t'avais Bitcoin Talk où on allait voir aussi vite fait, ouais. Bitcoin Talk qui est le forum de Satoshi, notamment, où tout le monde parlait. Et dès que t'avais un shitcoin qui sortait, tout de suite tu le voyais, tu vois, t'as mining altcoin. Et à l'époque, si vous étiez vraiment des baisers, il y avait là les sous à faire parce que tous les jours il y a des nouveaux alts qui sortaient. Et si tu étais un petit peu bon en technique, tu pouvais miner avant les autres, avant que ce soit listé sur les exchanges, et revendre tes alts aux exchanges, donc faire des multiplicateurs d'enculés. Et t'as des gars qui sont gavés vraiment, comme ça. En fait, à l'époque, il y avait trop d'argent à faire parce que les gens étaient mal renseignés, l'information, elle tournait mal. Et en fait, t'avais une poignée d'initiés qui prenaient tout l'oseille, en fait. Et c'est ça qui a capturé un petit peu l'attention de tout le monde, c'est que t'as vraiment eu des braquages de malades, tu vois. Surtout c'était la ruée vers l'or. En BTC. Donc tu gagnais v'là les BTC, et derrière BTC faisait que pump. Donc c'était une dinguerie. Moi je me souviens, tu te souviens quand on a passé les 100 milliards de capitalisation? Je me souviens, moi j'étais dans un appart avec des mecs de la baleine et tout même. Ça je m'en souviens pas. Genre vraiment, quand on a, là actuellement on est à 2500 milliards, quand on a passé les 100 milliards de capitalisation du marché crypto, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point on était choc barre. Bon, il doit y avoir là les gens quand même qui étaient early ici. Quand même, capitalisation boursière. Ouais, c'est allé vite. C'était vraiment une folie. Ça allait vite en 2017. Ouais, 2017. On est allé aux 100 milliards. Ouais, en juin. Et je m'en souviens. Ouais, alors je me souviens de la douche qu'on s'est pris en juillet par contre. Ça a été d'une violence. Parce que là, vous vous dites, ouais, puis sa mère. Mais en gros, on est monté comme des fous de janvier jusqu'à juin. On a une petite douche. Puis ça a repris. Et en fait, on était à chaque fois en mode, oui, ça corrige un peu, mais après, ça repart de plus belle, on va aller dans les étoiles. Et à un moment donné... C'est le premier contact avec les marchés financiers pour beaucoup de gens. C'est ça. C'est-à-dire que personne n'a investi en bourse auparavant. C'est la première fois on voit des chandeliers, tu vois, des candles, des patterns et tout. Ça, faut redonner le contexte, parce que à l'époque... Bah, on n'était pas trader, on connaissait pas de trader. Les seuls pseudo-traders qu'on connaissait... Attendez, Léo, ouais, je vais le monter carrément à fond. Ça va aller mieux là.
Les seuls pseudo-traders qu'on connaissait, il y avait des mythomanes aussi, c'était assez chiant. Ouais. Tu vois de qui je parle? Oui, oui. Et, Très bien. et du coup, c'était un truc de ouf. Puis on avait des collègues vraiment qui étaient allés un peu grosse bite, hein, qui étaient allés à coup de 10 000 balles, 20 000 balles et qui étaient devenus virtuellement millionnaires à la fin du cycle. Mais qui étaient tellement en mode, bon bah maintenant que j'ai le million, j'en veux 5, j'en veux 10, que personne n'a revendu, hein, de toute façon. Vous connaissez, hein. Ouais. Et du coup, c'est bien vendu. ça a été hyper violent. Ça a été hyper violent. Et donc du coup, voilà, en mars, tu avais pas de ressources en crypto. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on créerait pas un Twitter et un Discord? Donc on a cofondé La Baleine avec Limas et French Baleine. Et pour vous expliquer l'histoire, parce que là vous pouvez voir que le compte est muté, d'ailleurs je vais le démuter pour voir un petit peu les nouvelles. La Baleine, en gros, on l'avait créé à 3. C'était un Twitter qui envoyait un peu quand même, avec aucune prétention de faire de l'argent avec, hein, initialement, et un Discord. Et le Discord, je pense qu'en francophonie, c'était le plus gros Discord de très très loin. De très très loin. Il y avait les mineurs français qui étaient assez gros à l'époque, et c'était un peu la guéguerre parce que t'avais un gars chez les mineurs français qui voulait notre peau, il avait trop la haine. On a donné son nom d'ailleurs, il s'appelait Yaka. Si vous avez miné, vous connaissez Yaka. Voilà. Yaka, c'était vraiment un daron frustré, un truc de malade. Il aimait trop l'argent, lui. Et du coup, en fait, notre Discord, il est devenu très gros, très vite, avec que des gens qui posaient des questions de merde, des gens qui voulaient devenir riches, des gens qui envoyaient des virus à exécuter, enfin, c'était le sbull. Et comme on était jeunes et on voyait pas le potentiel, on savait pas trop comment gérer. Alors moi, je vous avoue, à l'époque, Léo, on était potes, mais il était pas encore vraiment il passait vite fait. Moi, j'avais envie de rendre le truc un peu capitaliste, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que le Discord grossissait, les gens avaient plus ou moins de temps de s'en occuper. Moi, je bossais beaucoup à l'époque pour YouPass, énormément. Ça prenait tout mon temps, j'étais bien payé, j'étais en mode, voilà, la priorité, c'est avant tout ça. Et on avait plein de gens qui s'impliquaient, qui voulaient plus de pouvoir, et c'était hyper chiant en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu crées un gros Discord comme ça, parce qu'on est monté à 8000, 10 000 membres hyper vite, hein, bah en fait, tout le monde veut du pouvoir. Il y en a qui veulent pas faire d'argent, il y en a qui veulent faire de l'argent, et c'était un peu la guéguerre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est un peu pris le bec les uns avec les autres, mais pas méchamment. Dans le sens où, par exemple, moi, Picsou et certaines personnes, on était plutôt du genre, comment on peut faire de l'argent avec ça, intelligemment, je sais pas, en vendant des formations, ou en poussant les gens, ou en donnant des calls, ou machin, tout en étant dans les clous par rapport à la loi. D'autres voulaient absolument pas entendre parler d'argent. Et donc du coup, ce qui s'est passé, maintenant on peut en parler parce que ça craint plus rien. Nous, on avait voulu créer un truc qui s'appelait La Piscine, avec Léo. Et l'idée, c'était de faire un groupe comme le Trône, en fait, hein, initialement. Ouais, c'est de là où c'est parti, hein. Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on n'avait pas de licence et que c'était un peu flou, moi à l'époque, je manquais encore de testostérone. J'ai un peu lâché le morceau en mode je veux pas avoir de problème. Parce qu'il y a des gens qui nous disaient ouais, on va vous dénoncer auprès de l'AMF, patati patata. D'autres qui se sont dit on s'en bat les couilles. Voilà. Du coup, bah, Picsou, comment ça s'appelle, Tonton, Ponzi, etc. Ils se sont dit on s'en bat les couilles, on y va. Et du coup, bah, ils ont forqué la piscine d'une certaine façon, ils ont créé le trône. Donc le trône que vous connaissez aujourd'hui, en fait, c'est un dérivé de la piscine. Et pour ceux qui connaissent du coup Tonton, Carré Bleu, Ponzi, etc., ils étaient tous sur la baleine, on s'est tous connus sur la baleine. Voilà, et c'est toujours d'ailleurs des très bons copains. Il n'y a pas de problème, on s'entend super bien. En fait, à l'époque, c'est moi et Tonton, on veut absolument continuer. Du coup, on crée le trône et très rapidement, il y a Ponzi et Carré Bleu qui nous rejoignent. Et en fait, c'est de là où le trône a été créé. Et maintenant, c'est une des plus grosses chaînes YouTube du game et un des plus gros Discord. Et Ouais. ça a pété très vite, très fort, tu vois. Et il faut dire les termes. Tonton il a carré. était un putain de génie day one. C'est-à-dire que sur la baleine, on était entouré de Golemons qui comprenaient rien à ce qui se passait. Il y avait des gens comme moi, Ponzi et d'autres qui essayaient d'apporter une analyse fondamentale. Et sur la partie trading, t'avais Tonton qui était juste en dessous du soleil et puis t'avais les autres, tu vois. Et tous les jours, c'était des athées de fous sur des altes avec des calls de fous. Ah ouais, Tonton, c'était le prophète. Clairement. Le mec des vidéos du trône, c'est lequel? C'est Tonton, du coup. La voix principale du trône. C'est Tonton. Et Tonton, qui faisait des challenges lobby Call of Duty tard l'époque, lui aussi. Et qui me connaissait aussi des lobbies, tu vois. Les hacks prestige sur Call of, pour ceux qui connaissent. Vous voyez, c'est vraiment un monde qui vient du gaming aussi, qui est très petit.
Et bah du coup, ça s'est un petit peu pris le bec, vite fait. Moi, je voulais plus m'en occuper de ce Discord, parce que... Et c'est un peu ce qui se passe avec mon Discord informatique en ce moment. Et moi, je déteste le communisme. C'est-à-dire que je pars d'une logique qui est très capitaliste, qui ne marchera pas avec tout le monde, soyons clairs, mais j'assume. C'est que si tu veux un travail qui soit efficace, il faut payer des gens. Donc si tu veux payer des gens, il faut générer de l'argent. À l'époque, je vous jure, le Discord c'était tellement un zoo, il fallait des gens full-time qui cadrent le Discord. Mais personne voulait faire ça parce que tout le monde avait un boulot à côté. Et en même temps, on voulait pas faire d'argent avec. Donc moi, j'étais en mode, allez, vas-y, foutez-moi la paix, gardez ce Discord. Moi, je veux plus en entendre parler, je vais péter un plomb sinon. Donc, à un moment donné, ils ont voulu faire une association, la baleine, ils l'ont fait. Ça a tenu un peu, ça a servi à rien. Et puis au final, c'est Matt qui a repris. Matt la baleine. Et puis je sais pas ce qu'il fait, Matt. Je l'avais vu l'an dernier, je crois, à CryptoXR. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois à des events et tout. Mais en soi, en fait, ce qui est fou, c'est que genre toutes les personnes qui étaient dans le... Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le Discord tôt, qui ont fait des trucs de fou, tu vois. Enfin, je ne vais pas dox et tout, encore une fois, mais il y a des gens qui travaillent dans les plus gros exchanges aujourd'hui, les plus gros market makers, les plus grosses plateformes NFT, tous ces trucs-là, tu vois. Genre, enfin, quand tu regardes le pool de personnes qu'il y avait à l'époque et ce qu'ils ont fait après, c'est juste fantastique, hein. C'est ça. Donc c'était assez formateur. Donc du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que... Et à l'époque, on voulait déjà faire un média en plus. Ouais, à l'époque, on voulait déjà faire un média. Mais moi, j'étais pas assez bon en web. Et nous, on n'était pas encore... Moment, ouais. Et puis, on n'était pas assez proches, toi et moi. On l'était, mais pas comme maintenant. C'est vrai. En gros, moi, à la base, pourquoi j'ai été dans la crypto, c'est que déjà, d'une part, je m'y suis intéressé de par les contacts et tout. Mais d'autre part, en fait, chez YouPass, je faisais plein de trucs à mon ancien boulot, dont je bossais sur l'élaboration d'un stablecoin. Et c'était un concept de stablecoin qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Ah, je me souviens avec le truc d'agriculture et tout, non? C'est ça, ouais. Et je vais pas leak ce que c'était parce que ça se trouve un jour avec Florence Chauffra, on fera un truc similaire, tu vois, ou pas, hein, mais voilà. Mais en gros, dans l'idée c'était de faire un stablecoin qui était backé par différents types d'actifs qui génèrent du rendement, différents types de rendement. Donc déjà, j'en dis beaucoup. Et notre problème, c'était qu'en 2017, et c'est là où vous vous rendez pas compte du truc, les infras, elles étaient absolument catastrophiques pour faire un stablecoin correct. Mais en vrai, c'était du real world asset avant l'heure, hein. Ah oui, complètement. C'était du real world asset avant l'heure. Et c'est simple, à l'époque en stablecoin, il y avait un truc sérieux, c'était l'USDT. D'ailleurs, à l'époque, à chaque fois que l'USDT augmentait en supply, Bitcoin pumpait. C'était quasi automatique. C'était mécanique, ouais. On en arrivait à un point où même les gens pensaient que Tether avait été créé pour pumper le Bitcoin et que c'était un complot. C'était un truc de fou. Bon, au final, ça n'a pas toujours été automatique parce qu'à partir de 2018, tu vois, Bitcoin il a dump alors que l'USDT a continué de monter. Je connais pas Flatcoin, Django. Mais en tout cas, ouais, on bossait sur un stablecoin et au niveau des infras, des layer 1 pour faire le stablecoin, c'était un cauchemar. Donc, moi, je m'intéressais à Ethereum. Problème d'Ethereum, c'est que c'est pas assez rapide. C'est pas du tout taillé pour faire du micro-paiement et c'est trop cher. Donc, Ethereum, c'est niet. Ensuite, il y avait plein de trucs, hein. Il y avait Komodo. Komodo, qui est un fork de Darkcoin, je crois, qui était de Zcash, qui était un des premiers Layer 1 où tu pouvais facilement émettre des tokens comme le standard ERC20, mais au final, ça n'a pas été pris. Il y avait ARK aussi. Alors, là, pareil, peut-être vous avez entendu parler de Lisk récemment, qui s'est rebrandé en Layer 2 Ethereum. À la base, Lisk, c'est un Layer 1 avec 100 invalidateurs, tu vois, qui a eu son heure de gloire, on le voit hein, sur la charte d'ailleurs. Hein. Pardon. Grosse heure de gloire ici. D'ailleurs, les gars, mes couleurs, elles sont pas bizarres depuis tout à l'heure sur le stream. Il semblait bien qu'il y ait un truc. Voilà. Mieux. Du coup, ouais, je disais Lisk qui était à Layer 1 assez sympa. Après Lisk, ça a été forqué. Il y a eu ARK. Pareil, ARK, système en preuve d'enjeu délégué de mémoire, block time de 8 secondes. Bref, il y avait des trucs sympas. Hein. Il y avait Quantum, il y avait Ripple, il y avait XRP. Alors, pas XRP. XLM. Stellar. Stellar, c'en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le top 100? Ouais, top 36, hein, Stellar. Alors, pour ceux qui connaissent pas Stellar, c'est un fork de Ripple. Et c'est le cofondateur de Ripple, Jim quelque chose, qui s'est barré, qui a monté Stellar. Et pour la petite histoire, le gars qui a créé Stellar et qui a cofondé Ripple, c'est aussi le gars qui a revendu MTGOX à Mark Karpeles pour que Mark Karpeles transforme MTGOX en une plateforme Bitcoin. Et j'irai même encore plus loin pour l'histoire. À la base, MTGOX n'était pas une plateforme de Bitcoin, c'était une plateforme d'échange de cartes Magic. Où ils ont remplacé les cartes Magic par des Bitcoins. Truc de malade. Pourquoi Stellar? Parce que c'était à l'époque le seul réseau qui était capable d'assurer
du 1000 transactions par seconde, avec des frais extrêmement bas, et qui était quand même taillé pour le paiement. Problème de Stellar, la façon dont c'est fait rend absolument cauchemardesque l'émission de jetons. Donc au final, ça s'est pas fait. Mais pourquoi? En fait, sur Stellar, si vous voulez, quand vous créez un custom token, si vous voulez donner de ce custom token à quelqu'un, il faut d'abord que ce quelqu'un crée une adresse, alimente son adresse avec certains jetons XLM, accepte de recevoir le jeton, l'altcoin sur Stellar, et ensuite c'est bon. Donc tu peux pas airdropper en fait. Donc c'est de la merde. Alors après, ils avaient fait des outils pour sponsoriser des transactions, des machins. Bref, c'était le gros bordel, ça nous a saoulés. Et au final, ça s'est pas fait parce qu'il nous est arrivé une couille avec un membre de l'équipe chez nous. Mais c'est très dommage. Ça aurait pu se faire. Et c'est pour ça que, courant 2018-2019, moi j'ai toujours parlé très activement avec Ponzi, comme je vous disais, hein, Ponzi du Trône, qui est un de mes meilleurs refs sur ce marché. Ponzi, c'est quelqu'un qui est là depuis encore plus longtemps, je crois, 2015. Et Ponzi, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux Layer 1, des trucs comme ça, il était toujours au courant. Il avait toujours des VC, des gens dans son réseau qui connaissaient, donc il m'envoyait. Et je m'en souviens très bien, Solana, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2019, je crois. On va essayer, on va pas y passer trop longtemps, hein, mais normalement j'en ai parlé, j'en parle tellement tout le temps qu'il va falloir que je fasse barre d'espace pendant un bon moment, le temps de remonter au premier tweet. Mais quasi sûr que j'en ai parlé dès 2019 de Solana, un truc comme ça. Fais une recherche filtre date. On peut faire ça? Et c'est quoi le filtre date? Mot, filtre, date. 2. Ah, janvier. Oh là là, le roi de ce monde! 2017 à 2020. Putain, on apprend des choses hein, sur ce live. Hein. Je sais pas. Hein. Ok. Comme ça. Oh là là! Oh là là là! Regardez. Article intéressant pour ceux qui aiment les crypto-monnaies ou l'informatique. Solana a un projet à suivre de près, no sharding. Regardez. 30 juillet 2019. Celui-là, il est beau. Hein. La date, c'est mon petit flex. Et voilà, comme quoi je vous raconte pas des cracks. Parce que, regardez, hein, Solana, regardez bien. Hein, Solana claim to be the first multi-traded blockchain. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé, frérot. 30 juillet 2019. Cointelegraph qui disait Solana claim to be the first multi-traded. Et ça, déjà, c'était intéressant. Parce que le jeton n'était pas sorti. Les TPS, on les charge toujours, mais... Sur un réseau de 200 nœuds. Et je m'en souviens très très bien, sur le site de Solana, c'était marqué The Nasdaq On-Chain, no sharding. À l'époque, on parlait pas encore de Layer 2, mais ils disaient on ne fait pas de sharding. Et vraiment, c'était leur argument marketing absolu. Ensuite, je leur rentrais un petit peu dedans, tu vois, parce que ça lâchait des tweets de fou, open source, decentralized. Et je lui disais, who is using Solana as a huge project ATM in the future? Oui, oui. Je t'en chie un petit. Oui, oui. Voilà, validator testnet 9 août. Et du coup, voilà, j'ai continué de suivre ça de loin. Et puis, je m'étais un petit peu détaché des cryptos. J'avais quand même remis quelques billets en 2020, pendant le crash Covid. J'avais acheté de l'Ether, du BTC, du Bitcoin Cash, je crois, et du Stellar. Parce qu'à l'époque, on n'était pas très servi sur les altes. Hein. Clairement. Et pourquoi je vous parle de ça? Oui. Stellar, il a eu vraiment un run de malade. Hein. Un moment, c'était quoi? Je dirais dernier trimestre de 2020. C'était un truc de fou. Année 2020, voilà. Désolé, attendez. J'essaie d'avoir une charte à peu près potable. Je serais peut-être mieux sur TradingView d'ailleurs, mais bref. Voilà. Dernier trimestre de 2020. Voilà, on a notre BTC, il a 10 000 $. C'est carré. On avait touché le 20 000 $. On était retombé sur les 3 000, 4 000. On est remonté à 10 000. C'était carré. Et ça commençait à s'accélérer de ouf. Et moi, j'étais en mode... C'est le moment où Seller, il s'est positionné. Ouais, et ça commence à dire, voilà, Seller se positionne. Après, on entendait parler de Tesla, d'Elon Musk, de machin. Nous, on commence à s'exciter. Twitter, on jouait aux billes entre les vieux copains qui tradaient. Il y avait Picsou qui lâchait des chainlinks à la pop, machin, truc. Je m'en souviens comme si c'était hier. Repas de Noël, Bitcoin tape un ATH. Tu vois, regardez, on est passé de 20 000 à 42 000 en janvier. C'était un truc de malade. Je m'en souviens. J'étais en vacances avec ma meuf à Madrid. Je ne dormais pas, je ne faisais que regarder les charts avec mon Ethereum qui pumpait, mon Bitcoin qui pumpait. C'était un truc de ouf. Et à ce moment-là, je m'en souviens très bien, mon activité annexe qui était surtout de vendre des PC, elle allait pas très bien. J'étais un peu déprimé parce que toute ma trésorerie, elle était en train de fondre. Mais dans le même temps, côté crypto, ça se passait bien. Donc c'était un petit peu la lumière dans les ténèbres, tu vois, les cryptos.
Et là, il y a Picsou qui m'appelle, il me dit frérot, est-ce que ça te chauffe, on fait un média? Ça sort de nulle part. Vraiment, il m'appelle, il me dit on fait un média. Moi, j'étais au bout de ma vie et en même temps hypé par le marché crypto. Je dis bah juste go en fait. Et puis on verra bien ce que ça donne, tu vois. Et voilà comment il est Coin Academy. C'est parti d'un coup de téléphone à la Zub. Et pour ceux qui ne le savent pas, Coin Academy aurait pu s'appeler cryptopixou.com et ça s'est pas fait. Ça. Et ça s'est pas fait parce que Picsou, c'est sûrement une marque déposée de Disney, donc c'était un coup à se faire monter en l'air, donc j'ai dit ouais, pas chaud. Du coup, on a... Ouais, du coup, on a pensé à un nom, on voulait un truc autour de Coin, crypto, et un truc autour de Academy ou autre chose, et puis on est tombé là-dessus. Coin Academy, oui, est toujours associé. Il est moins présent, mais il est toujours associé, Anto. Et voilà, hein, comment est né Coin Academy. Et du coup, on a fait... un bull run de malade, hein. On a lancé 1er mai 2021 de mémoire. Ouais, le média, on l'a lancé en mai. Et la masterclass, enfin les live Twitch, on a commencé en février-mars à se faire ça. Capet, c'est tellement aléatoire, mais avec une chance de cocu ta vie. Non, il n'y a pas d'aléatoire. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que quand tu choisis le monde de l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça, t'as des moments où tu te fais rétamer et t'as des moments où tu te gaves. Moi, toute ma vie, ça a été ça. Hein. Ça a été tester des boîtes, ça commence bien, puis ça finit mal, et ça repart bien, et ça finit mal, et machin. Coin Academy, c'est la première activité qu'on a plutôt bien pérennisée pour le moment, parce que justement, on a fait tellement de projets, on a vu tellement de trucs avec Léo avant, qu'on s'est dit, cette fois, chaque euro est hyper important. En plus, on est autofinancé, nous. On a bien géré ça. Hein. Ouais, on n'a jamais levé d'argent, on n'a jamais demandé d'argent à nos familles, on n'a même pas eu de love money en vrai. Non, on a eu zéro love money. On a tout fait avec nos poches et on a surtout mis un truc comme genre 8 ou 9 mois avant de faire le premier article sponsor. Parce qu'en gros, on se disait, en fait, genre ça sert à rien d'essayer de monétiser un truc où il n'y a pas d'audience, tu vois. Genre autant faire grossir le gâteau le plus possible et ensuite on monétise pour pérenniser le projet, quoi. Et je pense que ça a été la bonne approche parce que du fait qu'on n'a pas levé d'argent, etc., on n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. On y allait pas à pas. Et après, on a eu aussi beaucoup de chance du fait que vous avez suivi, quoi, que les gens suivent, que les gens aient apprécié et que, en vrai, on a surtout eu de la chance que ça marche très bien, très rapidement. Alors, combien génère Sénat aujourd'hui? On ne te répondra pas. Et entre 0 et 1 million par semaine. Ça peut te donner une idée. Non, je préfère pas parce que c'est une information qui peut être très utile. Mais en gros, la boîte concurrents. est largement rentable. On a des salariés, on a des freelances. Non, ça se trouvera pas comme info. On fait des voyages. C'est ça. Donc en vrai, genre entre associés, on se paye peu, pour donner une info. Entre associés, on se paye peu ou pas. Et après, on paye les gens et l'objectif, c'est de faire grossir le gâteau le plus possible pour... C'est ça. En fait, là, on est en mode building de trésorerie et pérennisation d'activité en essayant d'horizontaliser l'activité un maximum dans notre champ d'action. On n'est pas Amazon, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'au début, on était vraiment sur contenu sponsor affiliation. Fut un temps où sur l'affiliation, on pouvait beaucoup plus manger que maintenant. Parce que déjà, il y avait plein de liquidités qui rentraient sur le marché. Il y avait plein de gens qui créaient leur premier compte Binance, FTX, machin. Donc c'était pas mal. Et en fait, toutes les plateformes sont fait ban. Donc Bybit, il n'y a plus de français. Binance, il n'y a plus de futures. Bitget, faut KYC, c'est limite. FTX, ça fait faillite. Donc en fait, peu importe où tu as de l'affiliation en 2020-2021, aujourd'hui, tu n'en as plus du tout en fait. Donc, mais moi, le move stratégique auquel je réfléchis, moi, c'est genre peut-être mettre 10% de nos revenus en Bitcoin, tu vois. Ouais, par exemple. Mais après, nous, on a déjà une partie de la trésor qui est en crypto. Genre, en gros, au bottom de FTX, on avait de la trésor et en gros, on a acheté du Bitcoin et de l'Ethereum. Genre, vraiment au bottom. Donc, en soi, on est biaisé, on hold des cryptos. Et après, pour les... je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait est-ce que genre, vous estimez très bien gagner votre vie? Mais en fait, c'est pas Coin Academy qui nous fait gagner notre vie. En l'état. Mais c'est plutôt genre... en l'état... ça rapporte de l'argent et en vrai, ça met bien. Mais c'est plutôt... via des dividendes ou des bonus à gauche, à droite. Mais en fait, ce qui fait plutôt la différence, c'est tout le cercle vertueux que ça crée en fait autour. C'est-à-dire que, en fait, Coin Academy, ça me booste moi, ça booste Capet. Et du coup, après, pour faire des deals en perso, c'est mieux en fait. C'est un package plus global. Donc en fait, le média en soi, il se monétise bien, mais c'est plutôt l'ensemble en fait qui crée quelque chose de cohérent, quoi. Vous êtes, on peut leur dire pour chez qui on a bail du PTC avec une société. Kraken.
Revendre Coin Academy. Bah, franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Après, voilà, on va pas dire non, t'as un Ouais, mec c'est un qui mec qui arrive. met 100 millions sur la table. Voilà quoi. On discutera, tu vois, mais c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Euh, On discute fort, fort. ouais. Avez-vous déjà eu des gros désaccords entre vous Bah, franchement, non, hein, pas que je sache. Hein. C'est là où ça se passe bien Coin Academy, c'est qu'on est plutôt raccord hein, sur la stratégie à chaque fois. Mais en fait, je pense que celui qui a vraiment fait, ce qui a fait vraiment la différence, c'est que en fait, les recrutements de personnes qui sont vraiment actives et impliquées dans le projet, en fait, déjà, on a fait peu de recrutements, on les a fait peu à peu, et on vérifie que toutes les personnes qui sont actives, qui nous rejoignent, aient exactement la même vibe que nous, genre la même philosophie, la même dynamique et tout, pour pas créer des moments cringe ou genre des problèmes de philosophie, etc. En fait, tout le monde est un peu dans le même délire. Et du coup, ça a créé vraiment genre un groupe solidaire, quoi. En fait, Donc, ce qu'il y a de difficile sur ce marché de Golemont, et homogène. c'est que les gens se disent on est en crypto, tout le monde se gave, c'est un grand casino, j'ai envie de bosser pour le casino et me gaver moi aussi. Et ça, c'est un truc où, encore une fois, nous, on n'a pas levé d'argent. Donc, nous, l'argent qui sort, c'est le nôtre. Donc, tu vois, t'as des gens, ils sont humbles, tu leur dis c'est payé tant pour faire telle tâche, machin, y a pas de souci. Il y en a d'autres, ils veulent le beurre et l'argent du beurre tout de suite. Nous, on les calme direct, on leur dit écoute, c'est pas un casino, je suis désolé de te l'apprendre. Oui, mais je fais du bon contenu, machin, mais c'est pas une question que tu fasses du bon contenu En fait, ou pas, c'est que... c'est juste. Bah, en fait, les médias en soi, c'est pas ça qui va rapporter beaucoup. C'est plus genre une position stratégique que ça donne, tu vois. C'est ça. Qui fait que, en fait, parce que t'es média, tout le monde est obligé de parler avec toi. Et du coup, si tout le monde est obligé de parler avec toi, bah, en fait, c'est un moyen de faire du business en direct et en indirect. Donc, en soi, t'es mieux renseigné sur les projets parce que t'es forcé d'être renseigné sur les projets. Parce que tu fais des recherches ou parce que tu parles avec les teams, du coup, tu comprends mieux de l'intérieur ce qu'ils font. Et en fait, tout ça, ça améliore notre compréhension de l'écosystème. Et je pense que ça nous aide aussi, tu vois, d'un point de vue investissement, etc. Tu vois. Donc, C'est ça. après, voilà, c'est le fait que nous, on fasse des campagnes marketing avec des marques, etc. Enfin, voilà, je suppose qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Mais aujourd'hui, vous allez sur coinacademy.fr, tout est gratuit. Vous pouvez vraiment chercher n'importe quoi, vous trouvez à chaque fois, systématiquement, quasiment. Donc, pour moi, c'est ça, en vrai, c'est ça le plus gros truc. C'est que, en fait, pour moi, le truc où Coin Academy est sous-coté à mes yeux, dans le CTFR, c'est que, bah, en fait, peu importe le sujet, t'as vraiment, vraiment de quoi te renseigner sur Coin Academy. Et il y a plein de gens qui prennent pas encore assez le réflexe et tout, mais rien qu'avec la recherche sur le site ou la section Académie, formation, analyse fondamentale, etc., vraiment, c'est un giga banger. Et voilà quoi. Et j'ai oublié de tweeter, tu vois, que j'étais en live. Le site, je le trouve sous-coté. Mais après, c'est une opinion totalement biaisée dans le sens où bah, on est les cofondateurs, quoi. En Et fait, on voit le truc par notre prisme, quoi. ce qui est difficile, c'est que, en gros, là, on est en mode difficile d'une certaine façon. C'est-à-dire que, bah, depuis 2021, on n'a pas. On est sur un marché où, quand on est en bull run, tout est trop facile, en fait. Tout le monde a envie de dépenser de l'argent, donc les marques et tout. Quand on était personne en tant que Coin Academy, on arrivait à faire rentrer un petit peu de sous parce que, bon, on était un peu outsider, on était pro dans ce qu'on faisait, mais surtout les projets, ils avaient envie d'envoyer des billes. Aujourd'hui, bah, on s'est adapté. C'est-à-dire que bah, on fait du YouTube, on fait du Twitch, on a le site, on fait du Twitter, on est sur TikTok, on est sur Insta, on fait des investissements, on est sur tous les fronts. Donc quand on va s'adresser à des projets, on a beaucoup plus de choses à leur proposer et on est capable du coup de s'en sortir de cette façon. Mais on aurait un média comme ça en bull run, là je pense que ce serait une boucherie. Ça c'est clair et Bah, net. après, en bull run, c'est clair que Coin Academy, ça fait de l'argent, quoi. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où on s'est lancé, c'était le dernier bull run. Et du coup, bah, en fait, on s'est pas vraiment monétisé ce moment-là, où du moins on commençait, donc on n'avait pas les contacts, on n'avait pas un truc parfait, etc. Donc c'était différent. Et après, on s'est pris un bear market de l'enfer, les gars. Hein. Ça, faut s'en souvenir. Hein. Nous, on est resté là tout le bear market. Et même pendant le bear market, je nous ai trouvé encore même plus actifs qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Bah franchement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus sur fort. le site, en tout cas. Ouais. Ce qui a été, Donc, en fait, ce qui a été dur, c'est que il y a des moments où on aurait pu faire des trucs vraiment carrés avec des projets carrés et vraiment, comment dire. En gros, vous voyez, on bosse avec des projets, mais on a eu des opportunités qui ne se sont pas faites à la fin
où ça aurait pu être vraiment game changer pour nous. Bon, c'est pas grave, tu vois. Mais typiquement, FTX, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec eux à un moment donné. Et heureusement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu la crash derrière. Mais là, c'est plus difficile en ce moment. Mais comme on est beaucoup plus équipé, beaucoup plus préparé, bah ça va. Donc il y a juste à espérer. FTX, en gros, nous, on allait signer un contrat avec eux. Et en gros, ils nous ont dit de FUD Binance au moment de la faillite. Et on l'a pas fait, on n'a pas fait le contrat, on n'a rien tweeté dans le sens que FTX était solvable, et etc. Alors que c'était un moment très difficile parce que tu as des intérêts économiques, c'est un acteur crédible, donc tu peux, voilà, mais je pense que c'est sur ça qu'on a vraiment pris des bonnes décisions. Et on a évité le pire. Moi, j'ai mis en avant FTX par le passé, comme beaucoup de gens, et donc forcément, et moi-même, j'étais le premier affecté, tu vois, dans le sens où c'est pas du bullshit, tu vois, je faisais pas la promotion d'FTX en mode utilisez-le, moi je m'en branle, j'utilise pas, bah si. J'ai perdu beaucoup d'argent t'étais à dessus. fond dedans, c'est ça. Donc, Ah, et puis les gars, pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, regardez le Solana. Hein. Solana, top, plus de 250$. Crash FTX, on l'a envoyé à 8$, hein, les gars. Hein. On a divisé par 30 le Solana. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a divisé par 30. mais après, c'est comme ETH, on est passé de 1500$ à 80$. Hein. Les gens, enfin, je dis les gens, il y a plein de gens dans le chat, je suppose, qui sont early, qui sont là depuis longtemps et tout, mais quand on est passé de 1500 à 80$ sur ETH, fallait voir la gueule que les gens faisaient. Hein. Et plus personne croyait en Ether. Hein. Enfin, il y avait beaucoup moins de gens, parce qu'il y avait beaucoup moins de développeurs, beaucoup moins d'apps, beaucoup moins d'utilités. Enfin, on avait eu un... En vrai, c'était beaucoup moins solide que maintenant, quoi. Donc, juste, je te préviens, je vais partir dans 10 minutes. Y a pas de souci. Je dois bouger. Ça marche. Ouais, des gros divisés par 30, bien violents. Mais bon, on est là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les capitalisations boursières, par contre, on n'était pas du tout sur la même chose. Hein. Ah non. Je regarde juste à titre de comparaison, on passait de combien à combien? On passait de quand même 140 milliards de market cap, moins de 10 milliards pour Ether. On disait par 15, ouais. Et pour Sol, on était Et aujourd'hui, passé... ça vaut 315, c'est une dinguerie. Et Sol, on était passé de 77 à 4 milliards. C'est un truc de ouf. Bah, c'est la même chose que sur Ether en capitalisation. Plus ou moins, hein. Ouais, plus ou moins. Je suis early, mais je me suis fait niquer FTX et UST, t'inquiète. Ouais. Moi aussi, hein, j'ai perdu un gros billet mais sur même, UST. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle du fait qu'on était early, qu'on a fait plein de trucs et tout, mais genre, ça nous a pas empêché de faire des conneries et des gamelles. Hein. Moi, je me suis pris FTX dans la gueule, j'ai fait de la merde sur la NFT. Après, j'ai pas eu Terra Luna, j'ai pas trop subi. Celsius, j'ai pas subi. Tigok, j'ai pas subi. Bah, c'est horrible parce que, en fait, moi, je vais vous raconter les plus grosses gamelles que je me suis mangé. La première grosse gamelle que je me suis mangé, c'est que mon premier cycle de crypto, je faisais quasiment que des all-in. Et je m'en souviens très bien, j'avais mis 400$ sur le nano fin 2017. C'est-à-dire que je faisais que gagner des ronds et les reperdre sur plein d'altcoins. J'ai un collègue qui s'était gavé sur le IOTA et moi je me disais c'est quoi le prochain IOTA? À l'époque ça s'appelait Reblock, ça a été rebrandé en nano. Et les gars, je vous jure, c'est pas des conneries, le nano, je me suis pris une gifle, elle était trop violente. Je suis rentré sur le nano à 1$ à peu près. Ensuite, il a explosé. Là, vous voyez, il y a une espèce de micro-correction. Je sais pas si on la voit bien. Sur la vie de ma mère, que j'ai vendu quasiment le top de la micro-correction et que j'ai racheté quasiment le bottom de la micro-correction. Et je suis allé jusqu'au top. Et j'ai transformé mes 400$ en 20 000 balles en 3 semaines. J'étais comme un malade. Parce que j'avais mis 1000 balles hein, dans le marché en début d'année. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe? BitGrail. One of the largest crypto hack in history. Nano, un fonds pour les victimes. Ouais, bah le fonds, on l'attend. Hein. Merci. En gros, ce qui s'est passé. Mes fonds, ils étaient sur l'exchange BitGrail et Nano, enfin Reblock à l'époque, c'était sur BitGrail et sur un autre truc à la con. En fait. Ouais, t'avais deux endroits. Et tu vois, à l'époque, on n'était pas à l'aise avec les histoires de wallet, machin. On avait tendance à laisser nos fonds sur les exchanges. Et puis, il n'y avait pas Ledger qui permettait de stocker ces Reblock, bref, c'était le bordel. Et du coup, en gros, ce qui s'était passé, je sais pas si ça a été voulu, on n'aura jamais le fond de l'histoire, c'est qu'il y avait une faille sur BitGrail où avec un inspecter l'élément dans le code JavaScript, tu pouvais modifier une sécurité qui faisait que, imaginons, l'exchange, il voit que tu as 500 nano, tu dis je veux retirer, il va dire bah ok tu peux retirer 500 mais tu peux pas retirer plus. Et ben en modifiant le code JavaScript, tu pouvais faire sauter cette sécurité et retirer ce que tu voulais. Et du coup il y a des gars qui ont fait ça et qui ont vidé l'exchange BitGrail. Et du coup bah l'exchange était en train de se vider de toute sa bourse de nano. Ouais.
Ouais. Et donc moi, ce qui se passe, c'est que moi, je voulais sécuriser le coup. À l'époque, il y a Binance qui commençait à exploser. Binance avait commencé à exploser en août-septembre 2017. J'avais pas encore confiance, mais ils allaient lister le nano. Donc moi, je voulais switcher mes nanos sur Binance. Au moment d'appuyer sur retirer sur BitGrail, ils s'étaient pas encore fait hack. Hein. Je me prends un KYC. Donc moi, bah, je dis ok, je fais le KYC. Ils m'ont jamais validé le KYC. Et après, ils se font pirater. Je perds 20 000 balles. Donc déjà, je me prends une douche. Ensuite, j'avais des altcoins, j'avais du Nexus, j'avais du ARK. Donc oui, j'avais du Nexus, regardez bien. Hein. Le Nexus, on est toujours sur fin 2017 là. Hein. Fin de la bulle. Hein. Le Nexus, il est parti dans les étoiles. J'ai du jamais vu, en vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils avaient annoncé la Nexus conférence avec Roger Ver et tout. Bref, les gens, ils ont FOMO la conférence. À l'époque, il suffisait d'une conférence pour faire pump un jeton, vraiment. Mais genre vraiment pump de malade. Hein. Ouais. On était sur CoinMarketCal. Call, On regardait ouais. tous les événements à venir des cryptos et quand on voyait qu'il y avait plein d'annonces à venir sur une crypto et que genre voilà, on se mettait dedans et ça faisait que pump. C'était aussi simple que ça. Du coup, CoinMarketCal, d'ailleurs, on n'y va jamais, mais c'est pratique pour avoir des petites dates clés. Je vais me le noter. C'est vrai que ça peut être pas mal des fois. Tard à l'époque. Bref, deuxième, parce que moi, je me suis fait doucher en double, hein, mon premier cycle, hein, les gars. Le truc, c'est que premier cycle, presque, tu vois pas ça comme de l'argent, t'as l'impression que tu joues avec de la monnaie virtuelle, comme des Poké-dollars, t'es complètement con. Bon, bref, moi, je le voyais un peu comme ça. J'avais donc mes Nexus, mes ARK, mes autres altcoins sur Bitrex. Et en même temps, je minais de l'Ether, mais j'avais pas de MyEtherWallet, j'avais pas de MetaMask à l'époque. J'avais généré un wallet sur un deuxième Bitrex. Du coup, j'avais 2 comptes Bitrex. Et bah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Bitrex? Ils m'ont bloqué les deux pour multi-compte, ils m'ont demandé un KYC. Et le KYC, même au bout d'un mois, il passait pas. Et le marché... En fait, il y avait trop de gens qui voulaient KYC au même moment parce qu'avant, il n'y avait pas de KYC. Ils ont commencé à instaurer les KYC et du coup, ils ont eu trop de comptes à valider avec les KYC. Et ils n'ont jamais été capables d'être rapides en fait. Tout le monde se plaignait. Voilà. Donc moi j'avais mon argent les là. exchanges crypto, ils avaient jamais KYC autant de personnes d'un coup et surtout que la folie, elle s'est faite genre en très peu de temps quoi. Genre c'est vraiment tout arrivé d'un coup. Voilà. Et moi j'avais mon argent sur Bitrex et je voyais mon capital fondre comme ça. Et je pouvais rien faire. Je pouvais juste rien faire. Mais en plus, ce qui était le pire, c'est qu'à cette époque, nous, en 2018, sur la vie de ma mère, on était convaincus que ça allait repartir. C'est-à-dire qu'on était en mode, oui, on s'en est bouffé des corrections, c'est bon, ça va repartir. Non, ça repartait pas. Donc en fait, tout mon capital, quasiment, il a fondu. Donc j'ai dû faire 1000 balles, 40 000 à peu près, 40 000, 3 000. Et après, j'ai rajouté de ma poche en mining, machin. Bout à bout, j'ai dû mettre 9 000 balles de ma poche. En tout et pour tout. Et mentalement, ça allait. Parce qu'au boulot, ça allait. Et que dans ma vie perso, ça allait. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est vraiment le bull run de 2020-2021 qui nous a mis Gucci. Et le problème des cryptos, c'est ça. C'est que malheureusement, c'est ce qu'expliquait Iril dans une vidéo récente. Quand t'as déjà fait des x40 en un cycle, des x50, x100 et tout, t'es convaincu que tu vas les refaire. Et donc tu t'accroches, tu reprends des risques et tout. Et tu rends beaucoup au marché en fait. Hein. C'est ça qui est terrifiant. C'est qu'à un moment donné, il faut apprendre les gars à lever le pied et sortir. Et c'est pour ça que Pixour, seulement toi, t'es principalement sur Bitcoin aussi. Ouais. C'est horrible. Du coup, bah, mes gros moves de 2020, perso, bah, ça a été acheter Bitcoin Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar. D'avoir eu aussi des Krill, puisque j'étais ambassadeur, je le suis toujours ambassadeur Krill. Donc pareil, le Krill, je peux te dire que quand il a été listé sur Coinbase, on était vraiment... Parce qu'en fait, on avait un meme avec l'équipe, c'était Krill à $1. Et du coup, quand il y a le listing Coinbase et qu'on l'a vu à $1, on était comme des malades. On était en mode, what the fuck, sérieux. Surtout que la team était pas du tout au courant que ça allait tester Coinbase. Non. Du coup, voilà. Ensuite, le Juno, vous connaissez. Le Solana, pioché à $3, vendu vers les 30 pour essayer de le racheter en dessous des 20. Mais en fait, il est parti sans moi. Quelle erreur. Je me suis repositionné après, hein, mais j'aurais mieux fait de pas trader et me gratter le cul. C'est vrai que Solana, ma grosse erreur, ça a été, tu vois, comme j'ai fait un premier cycle en me disant... Je fais que des all-in, et du coup, bah, ça n'a pas très bien marché. Cycle d'après, j'étais en mode, je vais scale sur plusieurs alts. Et donc, Solana, j'en avais une certaine proportion, mais pas plus de 20% de mon wallet, tu vois. Alors que, fondamentalement, j'ai toujours été ultra convaincu de Solana. Mais je me suis pas assez écouté sur ce call. J'ai trop voulu étaler mon pognon sur plusieurs layer 1. C'est comme ça. À l'époque, Samy, il est passé de gros FUD à Maxi après. Hein. C'est marrant. Ouais, ça. sur Sol, ouais. Exact. Ça parlait que de ça dans le CT. Après, comme tu dis, hein, Cativer, avec du recul, c'est facile à dire, tout à fait. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, même encore aujourd'hui,
Je me suis dit, peut-être Sol, on reverra les 100 $, mais pas les 200, tu vois. Et en fait, Sol, bah, techniquement, il est là. Hein. Et moi, avec le recul, je suis pas choqué du prix. Par contre, je dis ça. Mais d'un autre côté, voir un Avalanche toujours 15e seulement à 26 $, je comprends pas. Je dois vraiment filer mon ref. J'ai Ouais, un pas de impératif. souci, frérot. Pas de souci. Mais On se refera bon ça. stream Merci. et la bise à tous, y compris Ouais. le ref. La bise, tchuss.